merci pour votre invitation. Donc, je suis Patrice Georget, enseignant-chercheur en psychologie à l'université de Caen. Donc c'est un beau périple de venir jusqu'à vous. Et je me console parce que le climat n'est pas mieux. Donc voilà, c'est un double plaisir. Non, ici, quand il pleut, la pluie, elle est chaude. Voilà, bon, ok. Alors, je vais vous faire un exposé qui va durer 1 heure à peu près, 1h10, sur les phénomènes qui sont là. J'ai entendu des choses intéressantes dans ce que vous disiez là, à travers vos différents secteurs d'activité. C'est très hétérogène. On va essayer de poser un langage commun pour aborder les phénomènes de préjugés, de stéréotypes, de stigmatisation. Mon objectif, c'est de vous montrer concrètement comment ça fonctionne sur le plan psychologique, à travers des exemples, des études de cas, des conclusions de recherche. Moi, je suis chercheur dans un UFR de psychologie, et puis je travaille dans un IAE, et on essaie de faire des jonctions. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer des jonctions destinées spécifiquement aux entreprises, je vais vous parler de la vie en société. Et à travers des exemples qui peut-être résonneront chez vous dans les entreprises. Donc, ce qui me permet d'avoir un discours qui puisse être adapté finalement à tous les secteurs d'activité. Je reste à un niveau, je dirais, des phénomènes et non pas de leur application sur le terrain, même si on terminera la séance par quelques pistes d'application. Je vais commencer par vous raconter une histoire, c'est souvent comme ça qu'on fait. Cette histoire, c'est celle d'un collègue qui s'appelle Stuart Valence. Et je prends souvent cet exemple parce que je trouve qu'il est assez révélateur de nos fonctionnements. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Stuart Valence? C'est une expérience qu'on pourrait nous-mêmes reproduire, hein, il suffit d'avoir un peu de matériel pour le faire. Mais en général, c'est une expérience dont on se souvient. Pourquoi? Parce que ce chercheur, il travaille sur les émotions et sur le ressenti des émotions, a demandé à des personnes. On vous laisse vous installer. On a à peine commencé, hein, donc voilà. Il a demandé à des participants d'évaluer des photos. Pas n'importe quelle photo. Ce sont des photos pour les hommes, ce sont des photos du magazine Playboy. Et puis pour les femmes, ce sont des photos des joueurs de l'équipe de rugby, du calendrier, vous savez, le calendrier du rugby, comment ça s'appelle cette équipe? Le Stade Français. Voilà. Bon, et alors, vous voyez, dans les deux cas, les photos, c'est pas tellement habillé. L'objectif pour ce chercheur, c'est d'évaluer les réactions émotionnelles. Et donc, on demande aux participants d'évaluer les photos en donnant une appréciation, en donnant une note à chacune des 12 photos qui sont évaluées. Mais la situation est ainsi faite que chaque participant est relié à un électrocardiogramme qui enregistre les battements de son cœur et on lui renvoie dans un casque l'évolution de la fréquence cardiaque. Donc de temps en temps ça monte, de temps en temps ça descend, hein, selon le ressenti, selon l'émotion. Il y a 80 participants et on regarde ce qui se passe. Y a-t-il un lien entre la fréquence cardiaque et l'évaluation, le jugement qu'on va donner? Eh bien, vous vous y attendez, oui, il y a un lien. Et ce lien, d'ailleurs, il est assez fort. C'est une corrélation linéaire. Plus la fréquence cardiaque est élevée, plus l'appréciation est bonne, plus la note est élevée. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est normal, on s'y attend à ça, il n'y a rien de surprenant. Eh bien, si, il y a quelque chose de surprenant. Parce que, comme dans beaucoup d'expériences dont je vais vous faire part ce soir, on a dupé les participants. En fait, ce n'est pas du tout leur cœur qu'ils entendent. Ce qu'on leur renvoie dans le casque, c'est une fréquence cardiaque qui est paramétrée par avance. C'est toujours la même pour tout le monde. De temps en temps, ça monte, de temps en temps, ça descend. Tout le monde reçoit le même message, que ce soit les hommes ou les femmes. Et donc, tout le monde va donner la même appréciation. Pourquoi ? Que se passe-t-il? Mais parce qu'on fait confiance à ses émotions. On fait confiance à ses ressentis.
Le cœur ne ment pas. Et donc, quand on ressent une émotion, on a tendance à penser que cette émotion est un indicateur, un indice pour juger de ce que l'on ressent. Et donc, on va donner une appréciation qui est conforme à ces ressentis. Sauf qu'on est dupé. Alors, on leur explique, on leur dit, voilà, bon, écoutez, on vous a trompé, en fait. Les sons que vous entendiez dans le casque, c'est pas votre cœur. Donc, on va enlever le casque et on va vous demander de refaire l'évaluation. Même photo, même calendrier, même magazine, les 12 photos. Mais cette fois-ci, vous donnez la note qui est la vôtre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans 80% des cas, l'évaluation qui va être donnée, c'est la même que la première. Pourquoi? Mémoire? Mais ce n'est pas qu'une question de mémoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Conformisme. Conformisme. Conformisme avec qui? Avec soi-même. C'est pas facile de se déjuger. C'est pas facile de se remettre en cause. Vous connaissez un préjugé qu'on utilise tous et toutes, tous les jours. La première impression est la bonne. Et selon la première impression que j'ai développée, je me construis une image des choses, de mon environnement, et à partir de cette première impression, eh bien, je ne change plus. Et puis il y a un deuxième préjugé qui est là, qui est que finalement, nous ne sommes pas manipulables. Les autres, oui, vous, oui, peut-être, vous aussi, vous aussi. D'ailleurs, la publicité s'adresse à vous, mais moi, non. Non, moi, je ne suis pas manipulable. Peut-être les autres. Mais moi, j'ai quelque chose qui me caractérise et qui s'appelle le libre arbitre. Et j'en ai conscience de ce libre arbitre. Et le simple fait de me dire que j'ai été manipulé, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. Tout ce dont je vais vous parler à propos des préjugés, des stéréotypes et de leurs conséquences qu'on appelle les stigmates, va nous poser la question de notre libre arbitre. Comment sommes-nous amenés à voir le monde et à le juger? Sur quoi allons-nous nous appuyer pour exercer ce jugement? Allons-nous être influencés? Allons-nous garder notre intégrité? À quel moment reprenons-nous la main? Voilà l'objet de cet exposé. Et cette expérience a ceci de particulier qu'elle nous permet de poser cette question de ce qui va déterminer notre jugement. Alors, je vous ai parlé de 3 préjugés. Le cœur ne ment pas. La première impression est la bonne. Je ne suis pas manipulable. Pourquoi dit-on que ce sont des préjugés? Eh bien, Voltaire nous disait, le préjugé, c'est quoi? C'est tout simplement une opinion sans jugement, c'est-à-dire un raccourci de pensée que l'on va appliquer de façon automatique, rapide et directe sur notre environnement pour se fonder une opinion. Et à partir de là, pour décider de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense et de la manière dont on voit les autres. On le voit à travers cette expérience, ce préjugé va influencer considérablement notre jugement. Pas toujours. On verra dans quelles conditions. Mais les préjugés sont là, on vit avec, et ils nous posent vraiment la question de ce que nous sommes, de notre libre arbitre. Alors je voudrais vous donner un exemple maintenant qui sort de l'expérience scientifique et qui touche notre quotidien. Écoutez bien le préjugé que voici. Écoutez-le. Ce qui est grand est important. Alors évidemment, Henri il rigole, il mesure 1m85. Plus que ça. Plus que ça, l'horreur. C'est pas de toi que je vais parler pour le moment. Ce qui est grand est important. Vous allez faire une petite expérience. Vous allez prendre 3 dés. Vous allez confier les dés à une personne de votre entourage, à votre conjoint, à votre conjointe, et vous allez lui dire, tiens chérie, je te demande de lancer les dés pour faire le plus grand nombre possible. Dans l'idéal, tu fais 6, 6, 6. Allez, vas-y, lance. Et puis, 2 heures après, avec la même personne, vous faites la même expérience. Tiens, maintenant, je te redemande la même chose, tu lances les dés, mais attention, je te demande de faire le plus petit nombre possible. Dans l'idéal, tu fais 3, 1. Allez, vas-y, lance.
et vous observez le comportement de Chéri. Alors que fait Chéri? Pour faire un grand nombre, pour faire 3, 6, que fait Chéri? Eh bien, il ou elle, s'il a de la place, va lancer plutôt fort, comme au casino. Regardez les joueurs de casino, c'est assez instructif. Et si on n'a pas beaucoup de place, on fait comment? C'est pas grave, on applique quand même le préjugé, on secoue fort. Et pour faire un petit nombre, qu'est-ce qu'on fait? Tout petit lancer. Ça marche? Non. Non, ça marche pas. Mais on s'en fiche, on le fait. On le fait. Les préjugés vont infléchir non seulement notre jugement, mais aussi notre comportement. On appelle ça de la magie, nous, en psychologie. Les pratiques magiques, c'est l'exercice du préjugé qui nous sert à maîtriser l'immaîtrisable, à nous donner le sentiment qu'on maîtrise le monde, on le contrôle. Mais c'est du contrôle très illusoire. Ce qui est grand est important. Regardez ce que ça donne dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Depuis George Washington jusqu'à Obama. Ici, vous avez les inches. 1 inch égale 2,54 cm. Ici, vous avez, en rose, la taille moyenne de la population masculine de l'époque, depuis George Washington. Les pics, c'est quoi? C'est la taille des présidents américains. Dans l'histoire des États-Unis, 80% des présidents ont une taille significativement supérieure à la taille moyenne de la population de l'époque. Entre le démocrate et le républicain, qui est élu? 7 fois sur 10, c'est le plus grand. Alors on peut se dire, hasard, corrélation bizarre, et puis vous êtes tous et toutes en train de vous dire, oui, enfin en France, on est exceptionnels. Je vous vois venir, hein. Ouais, il parle des États-Unis. Non, en fait, non, pas du tout. Parce que les préjugés ne se situent pas du tout dans le monde de la réalité. Ils se situent dans le monde de la représentation, dans l'idée qu'on se fait de la réalité. Parce que la réalité, on la connaît. Elle est factuelle. Le préjugé nous sert à quoi? Le préjugé nous sert à avoir une vision du monde. Mais le préjugé nous sert aussi à former notre opinion. Voir la première expérience de tout à l'heure. Par conséquent, une grosse partie de la communication politique consiste à fabriquer de l'opinion. Nicolas Sarkozy, ici, est ministre de l'Intérieur. Il n'est pas encore candidat à la présidentielle. À partir du moment où il entre en campagne, il se déclare candidat, mi-2006, je vous mets au défi de me trouver une seule photo qui le montrerait avec sa taille normale, vous ne trouverez pas. Fin 2006, il est en voyage officiel aux États-Unis, ministre de l'Intérieur. En 2007, il est élu président. Il divorce, il se remarie. Carla est plus grand que lui, qu'à cela ne tienne. Photo officielle, photo de presse, cadrage, trucage, montage, tout est bon pourvu qu'on nourrisse votre préjugé automatique, non conscient, par lequel vous savez que ce qui est grand est important. Ça, c'est CBS qui les interroge, qui les interviewe. Et puis ça, c'est un photographe qui prend une photo en arrière-fond. On fait de la com, on fait de la communication. Et une grosse partie de la communication consiste à faire quoi? Consiste à nourrir nos attentes. Faire une communication conforme avec ce que l'on estime être acceptable. Et on va retrouver dans la communication un travail sur les préjugés. Alors je ne veux pas faire politique, hein. Henri m'a dit attention, pas de politique. Donc, hop, dans les deux côtés. En 2009, je vous fais le pari, alors c'est un pari risqué, on ne peut pas le vérifier, que François Hollande n'aurait pas été élu.
il fallait perdre 15 kilos. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que depuis que la communication politique existe dans les pays démocratiques, il y a de très belles études qui montrent que quand on est en situation de paix économique, de bien-être sur le plan de la vie économique, de l'éducation et de la politique, on a plutôt tendance à voter pour les gens qui ont des visages ronds, joviaux, juvéniles. Alors que quand on est en situation de crise économique ou politique, on va plutôt voter pour les gens qui ont des visages anguleux. Parce qu'anguleux, ça va avec sérieux, et rondeur, ça va avec douceur. On a 30% de chances d'être élu si on a un visage anguleux en situation de crise. Toutes les études le montrent. Il fallait être conforme à ce qu'on attend de nous. Il fallait donc nourrir le préjugé. Voici un florilège de préjugés que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Je vous en ai déjà donné quelques-uns. Moi j'aime bien celui-là, évidemment. Un bon vendeur est extraverti. Je ne suis pas en train de dire que les préjugés sont vrais. Je suis en train de dire que ça fait partie des petits adages que nous utilisons dans la vie quotidienne comme raccourci de pensée et que nous allons utiliser comme ça de temps à autre. Un bon vendeur est extraverti. Quand je discute avec des recruteurs, il y en a là ce soir, quand je discute avec des recruteurs, ils me disent « je me méfie de mes préjugés ». Parce que puisque, par exemple, un bon vendeur est extraverti, ça correspond à l'image canonique du vendeur, si ça se trouve, je peux passer à côté de personnes qui sont plutôt introverties, mais qui ont des qualités commerciales particulières, spécifiques, novatrices. Sauf qu'on risque de passer à côté tout simplement parce qu'on utilise le préjugé. Le fait de s'interroger sur ces préjugés, c'est une façon d'améliorer son jugement. Sauf que bon nombre de ces préjugés ne sont pas conscients. Et ils vont participer sur notre évaluation sans même qu'on pense qu'ils le font. D'où la nécessité de faire cette introspection. Et il y a peut-être des techniques dont je vais vous parler. Enfin, en tout cas, je vous ai parlé de communication politique et de persuasion dans l'usage des préjugés. La phrase qui résume bien la manière dont on utilise des préjugés pour influencer les gens, c'est celle-ci. Vous la connaissez, on a tous et toutes entendu parler. Elle revient régulièrement. Ça commence à dater, il y a une dizaine d'années, en 2004. Monsieur Lelay, président de TF1, c'est quoi votre cœur de métier? Et Patrick Lelay nous dit, avec beaucoup d'honnêteté, on pourra voir s'il y a du cynisme si vous le souhaitez, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer, entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Le fameux temps de cerveau humain disponible. Ben, c'est quoi, pour un psychologue, le temps de cerveau humain disponible? C'est la manière dont on va vous faire basculer dans la pensée du préjugé. Vous mettre dans un état mental dans lequel vous allez prendre des décisions rapidement, sans véritablement exercer un contrôle sur votre jugement, tout simplement parce qu'on va nourrir vos préjugés. Quel est cet état d'esprit qu'on a tous ressenti à un moment ou à un autre, quand il s'agissait de décider rapidement, et on s'appuyait sur nos savoir-faire, sur nos bonnes pratiques, qui sont bonnes en général, mais sur lequel, allez, on va un peu vite. Quel est cet état d'esprit? Je vais faire ma première parenthèse psychologique. Et je vais m'appuyer là sur un ouvrage qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Publié en français il y a 4 ou 5 mois, sorti aux États-Unis il y a moins d'1 an. Système 1, Système 2. Qui est Daniel Kahneman? C'est un économiste américain, prix Nobel d'économie, qui présente dans ce livre, je vous le conseille, je le recommande, c'est me semble-t-il un des meilleurs états des lieux aujourd'hui sur la prise de décision et la manière dont on prend des décisions à l'aide de préjugés, à l'aide de raccourcis de pensée. C'est truffé d'exemples dans le monde de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans ce livre? Il fait le bilan d'une dizaine d'années de recherche en neurosciences, en psychologie cognitive et en économie. Il nous dit la chose suivante. Traditionnellement, en philosophie, on opposait souvent l'émotion et la raison. C'est vrai.
l'émotion et la raison sont deux registres du jugement bien distincts. Mais sur le plan psychologique, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on nous pose les choses. Sur le plan psychologique, lorsqu'il s'agit de comprendre les états mentaux, eh bien, on oppose deux logiques bien distinctes. Une logique qu'il appelle le système 1. Alors c'est quoi le système 1 ? C'est quelque chose de génial. C'est l'habitude, la routine, le savoir-faire. Et on a de très bons savoir-faire d'ailleurs. Le savoir-faire opérationnel. Par exemple, le système 1, c'est conduire sa voiture. Moi, je ne sais pas savoir-faire rester devant une caméra, par exemple. Ça s'apprend. Un journaliste qui apprend ça, progressivement, il l'intègre en système 1. Il n'a plus besoin d'y penser pour savoir qu'il doit rester devant la caméra. Conduire sa voiture, on sait d'autant plus conduire, mieux conduire, qu'on n'y pense plus. C'est ce qu'il appelle du système 1, c'est de la routine, c'est de l'habitude. Un bon geste professionnel, c'est du système 1. Très bien, parfait. Le système 1, heureusement qu'il est là, hein, il nous permet de prendre des décisions rapidement, d'appliquer le savoir-faire, la routine, c'est efficace. Et puis à côté, on a le système 2. Le système 2, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment. Enfin, j'espère. C'est quoi ? C'est l'état dans lequel on prend du recul. On prend du recul sur la situation, du recul sur nous-mêmes, et on est dans le discernement, on est dans le jugement, on essaie de se poser des questions. Bon, très bien, on a tous le sentiment de ces deux états mentaux. Le matin, au réveil, on est plutôt en système 1. Quand on est fatigué, quand on est pressé, on est plutôt en système 1. Puis de temps en temps, oh là, je comprends pas, j'y vais, là, j'essaie d'analyser, ah oui, tac, tac, je pèse le pour et le contre, système 2. On a tous ce sentiment. Ce que les travaux de Daniel Kahneman et les travaux de neuropsychologie démontrent en ce moment, c'est quoi ? C'est que le temps que nous sommes capables de consacrer au système 2, il est très faible. Il est de l'ordre, allez, c'est difficile de donner des pourcentages, 15%. 15% ici, dans le discernement. Guère plus. Pourquoi ? Parce que ça demande de l'énergie, ça demande de l'effort, ça demande de l'attention, ça demande de la vigilance. Et puis aussi parce que, tout simplement, on est bien fabriqué pour être dans le système 1. D'une certaine façon, nous avons des grandes compétences à ne pas réfléchir. Des compétences à la routine. Alors la conséquence de ça, on la connaît, ça s'appelle la résistance au changement, les mauvaises habitudes. Mais attention, ce n'est pas négatif. Il y a des médecins dans cette salle, un médecin urgentiste qui arrive sur le lieu d'un accident. Pour appliquer le bon savoir-faire professionnel, il faut mieux qu'il soit dans le système 1 pour être efficace. Donc je n'oppose pas deux mondes, un positif, un négatif, j'oppose deux logiques de pensée. Sauf que l'une est naturelle, celle-ci, activité permanente du système 1. L'autre, elle est optionnelle. La conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est que lorsqu'il faut innover, lorsqu'il faut créer, inventer, lorsqu'il faut arrêter d'être manipulé, lorsqu'il faut arrêter de faire appel à ses préjugés et ses stéréotypes, il faut être là. Être là, ce n'est pas un état naturel. Le switch du système 2, stratège, vers le système 1, économe, c'est un switch qui est naturel. Et de temps en temps, on lâche. Je suis fatigué, ça ne m'intéresse plus, je suis stressé. On finit par lâcher. Et on rebascule ici. Patrick Lelay nous dit d'ailleurs que c'est son job. Le job de TF1, c'est de faire en sorte que vous soyez là. Parce que si j'ai réussi à bien vous préparer, à vous mettre ici, il nous dit je vais vous distraire. Voilà. Eh bien, vous allez pouvoir capter les informations de manière passive, routinière. À partir de là, adhérer au message qu'on vous donne. L'enjeu, quand il s'agit de prendre du recul, quand il s'agit d'évaluer, pour recruter par exemple, quand il s'agit d'inventer, quand il s'agit de résister à la manipulation, la garantie, c'est là. Comment s'arranger pour reprendre la main ? Voilà une question majeure quand on s'intéresse aux préjugés et aux stéréotypes. C'est pas gagné. Pourquoi ? Parce que le système 1, eh bien, il prend souvent la main sur notre jugement. Regardez, je vais vous mettre en contradiction avec vous-même, momentanément. Je ne vais pas vous manipuler, enfin, faites-moi confiance. Vous connaissez cet exercice. J'ai fait un copier-coller de ces deux cercles. Ce sont les mêmes, strictement.
Je vais maintenant perturber votre système 1. Regardez bien. Vous savez que ce sont les mêmes. Vous le savez. Et pourtant, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir un sentiment. Le sentiment que celui qui est à gauche est plus grand. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est entouré de petits cercles. Un gros parmi les petits. On le voit plus gros. Tout ce qu'on voit là, je vais l'appliquer tout à l'heure au stéréotype. C'est-à-dire au jugement par rapport aux gens. Un petit parmi les gros. On le voit plus petit qu'il n'est en réalité. Une femme parmi un groupe d'hommes. Un homme parmi un groupe de femmes. Tout cela va être une règle fondamentale, on appelle ça de la catégorisation. Ça correspond à une déformation perceptive. Et c'est grâce à ça qu'on va générer des illusions. Les trois bonhommes sont de taille identique, mais la perspective et notre sentiment par rapport à la perspective fait que on va avoir l'impression que l'un est plus grand que l'autre. Donc ce n'est pas seulement les petits parmi les grands, c'est la manière dont c'est disposé dans l'espace. Ce système 1, attention, je vous disais tout à l'heure, il est génial parce qu'il nous permet de faire des choses sans y penser de façon rapide. Allez-y. Votre prénom c'est Marie-Claire. Allez Marie-Claire, allez-y, lisez. La Technopole Sarbec Autobasque Accueil, aidez-la. accueille plus de 90 entreprises, 3 laboratoires, un incubateur. 2 pépinières d'entreprises, Voilà, allez, et rayons au cœur d'une ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Voilà. Bravo. Alors moi, je suis incapable de ça. Parce que je ne suis pas du coin. Encore faut-il avoir l'habitude. Alors ça, c'est quoi ça? Voilà, je vous remercie. Vous vous rendez compte de ce qu'on est capable de faire? Et on va d'autant plus le faire qu'on n'y pensera pas, et qu'on laissera notre système 1 prendre la main. Il est génial ce système 1. Enfin, il est génial. Il est génial jusqu'au moment où on s'aperçoit que finalement, il nous manipule. C'est lui qui fait à notre place. Une partie de nous-mêmes fait à notre place, hors conscience. Alors ça peut être très bien. Le gros problème, c'est qu'on ne maîtrise pas toujours les conditions de passage de système 2, c'est-à-dire le discernement, à système 1. Patrick Lenné nous dit, je vais vous distraire, je vais vous faire rire. Mesdames, il faut vous méfier des gens qui vous font rire. Passage en système 1. On vous distrait. Oui, ça, merci, ça marche. Les conditions, elles sont bien connues. Distraction, humeur positive, saturation d'informations. Plus je vous bombarde d'informations, plus je crée les conditions du passage en système 1. Pressé, stressé et fatigué, tout ça, mais il n'y a pas que ça. En agissant là-dessus, on va activer cette pensée du préjugé. Il y a un autre élément qui est fondamental, dont on n'a pas parlé, le groupe. Quand vous faites du brainstorming, vous faites ça en groupe? Brainstorming, créativité. Groupe? Ah oui, en général, oui. Team building. Cohésion d'équipe. Groupe, avec l'idée de la performance du groupe. Que signifie performance du groupe? Ah bah, allons-y. On va poser la question de la performance du groupe. Bonsoir. Le système 1 et le groupe. Voici une expérience que j'ai eu l'occasion de réaliser. Je réunis des gens dans une pièce, comme vous là ce soir. Alors je ne vais pas vous demander de la faire, vous allez voir, c'est un peu particulier. Je préfère pencher les électrocardiogrammes. Je réunis des gens dans une pièce et je leur dis voilà, regardez, moi je travaille sur la perception visuelle. Je vous propose de regarder ces figures géométriques. Alors il y a des ronds, il y a des carrés de différentes couleurs. Je vais vous présenter des diapos pendant 2 secondes et vous allez devoir compter le nombre de ronds rouges et de carrés verts. Bon, en l'occurrence ici, voilà, il y a 6 ronds rouges – et puis des carrés verts, il y en a 5. Voilà.
Vous aurez ensuite 5 secondes pour noter sur un papier combien il y avait de carrés rouges et de ronds verts. L'exercice en tout va durer pendant 30 minutes. Ok, c'est bon? Je lance le diaporama. Je sors de la pièce. Et je laisse les participants faire ce travail d'évaluation perceptive. Au bout de 30 secondes, ils entendent du bruit dans le couloir. Alors le bruit, ça ressemble à ça. Aïe! Tu me fais mal, lâche-moi! Arrête! Une jeune femme qui proteste et qui va finir par crier, et puis des bruits, des coups, qui vont devenir suffisamment importants, parce qu'au bout d'un moment, on va finir par entendre le bruit d'un corps humain projeté contre une porte. Donc ça devient costaud. Ce sont 2 étudiants en art du spectacle que j'ai recrutés pour simuler une dispute de couple. Et moi, je suis derrière la porte avec mon chronomètre. Et j'attends de voir au bout de combien de temps quelqu'un dans la salle va finir par sortir pour aller voir ce qui se passe. Ça ne devrait pas être trop long, sachant que je leur ai demandé de réaliser un exercice assez ridicule. J'ai mis une webcam dans cette pièce. Et à leur insu, je suis en train de les observer. Que font-ils? Qui sort? Et au bout de combien de temps? J'étudie le comportement en groupe. Alors que font-ils? Se regardent en Voilà, vous avez raison, madame, vous avez raison. L'exercice étant profondément inintéressant, ils se mettent à se regarder les uns les autres. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça. Ils s'auscultent. Et puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui finit par sortir. Qui? Une femme. Une femme, pas spécialement. Monsieur, vous vouliez dire? Eh bien non, pas spécialement. J'ai fait l'expérience pas mal de fois, on l'a fait dans d'autres contextes avec des collègues, pas spécialement un homme ou une femme, non. C'est celui qui est au bout de la Le plus près de la porte. 8 fois sur 10, c'est la personne qui est le plus près de la porte. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde la regarde, cette personne. Et vous savez, parce que moi je la regarde cette personne, parce que la webcam, je l'ai mis de telle façon qu'on voit bien cette personne, la place plus près de la porte. Eh bien je vous garantis que cette personne le plus près de la porte, c'est elle qui continue le plus longtemps l'exercice des billes. Et puis au bout d'un moment, elle finit par sentir le poids, la pression du groupe. Et donc elle finit par y aller. Alors on va dire d'elle, c'est la courageuse, cette personne-là. Ah non, c'est celle qui est le plus regardée. Mais bon, au bout de combien de temps? Alors ça, vous allez me dire, ça dépend. Hein, c'est le refroidissement de l'obus de canon. Hein. Ce temps correspond à une loi en psychologie qu'on observe depuis une trentaine d'années que ce type d'expérience est réalisé. Une fonction linéaire. Cette fonction linéaire, le temps de réaction, il est expliqué par une variable fondamentale. C'est toujours elle qui occupe le plus de poids dans les modèles d'explication. Vous vouliez, mademoiselle, vous disiez quelque chose? Non? Ouais. Ouais. Cette variable, toujours la même. Dans la pièce, ce que j'ai fait, j'ai changé le nombre de personnes. 1, 3, jusqu'à 30 personnes dans la pièce. Et j'observe que plus il y a de monde, plus la femme dans le couloir prend de coups. Vas-y, Henri. Elle va arriver, la femme. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle de l'inertie collective, de la dilution de responsabilité. Oui. Parce qu'en groupe, on a tendance à dire qu'il y a toujours quelqu'un de plus concerné que moi. Donc, par exemple, une femme qui éventuellement fait du karaté.
Il y a toujours quelqu'un de plus concerné que moi. Et le principe de fonctionnement en groupe, on connaît tout ça. La dilution de responsabilité. Et c'est principalement ce contre quoi doit lutter un groupe. La dilution de responsabilité, on va le retrouver dans différents secteurs. Sur le plan militaire, sur le plan de la prise de décision, sur le plan de la cohésion, sur le plan de la rémunération. On évalue quoi? La performance individuelle ou collective? Toutes les questions qu'on se pose à propos de ça. Comment évaluer la performance collective de telle façon qu'il n'y ait pas ceux qu'on appelle les passagers clandestins, les personnes qui profitent de la contribution collective qui ne font pas grand-chose. Et pourtant, on aimerait bien une prime au collectif parce qu'on voudrait constituer une cohésion. Voilà, les grandes questions viennent de cette problématique du fonctionnement et de l'inertie collective. Alors là, l'exemple que je viens de vous donner, c'est un exemple sur le plan du comportement. Pourtant, quand on parle du groupe, il y a un autre terme qui vient à l'esprit, c'est celui de pensée moutonnière. Et la notion de pensée moutonnière, ce n'est pas du comportement, c'est de l'opinion. Comment on appelle ça, nous, les psychologues, la pensée moutonnière? On appelle ça des stéréotypes. C'est-à-dire des préjugés communs que nous avons ensemble à propos de quoi? À propos des gens. Mais pas n'importe quels gens, des groupes de gens. Les hommes, les femmes, les professions, les nationalités. C'est-à-dire des manières de voir communes dans lesquelles on n'est pas responsable, parce que c'est les autres qui disent ça, et dans lesquelles on va être amené, surtout quand on est en système 1, à exercer un jugement un peu rapide et hâtif. Voici des exemples de stéréotypes. Bon, j'en prendrai deux. Voici un visage. On a demandé à des participants d'évaluer ce visage sur 3 registres. Beauté, intelligence et ambition. Alors vous allez me dire, ça ne se fait pas. Mais non, mais ça n'a pas besoin de se faire pour le faire. Parce que à chaque fois qu'on regarde un visage, vous, par exemple, vous me paraissez sympathique. Voilà. Et si ça se trouve à tort. Mais par rapport à un visage, on a des sentiments. Voilà. Alors, la beauté, vous allez me dire, oui, la beauté, on est capable d'évaluer la beauté. C'est subjectif, mais on a tous une idée de la beauté. L'intelligence, on le fait quand même. L'ambition, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on ne peut pas le faire. Deuxième groupe de participants, on va demander d'évaluer le même visage, mais cette fois-ci, on va ajouter une étiquette. Alors l'étiquette, ça pourrait être la profession. Moi, je ne dis pas dans tous les contextes que je suis psychologue. Parce que je sais qu'il y a des étiquettes, il y a des gens qui se marrent. Parce que c'est souvent associé à des stéréotypes. L'étiquette qu'on va donner, là, c'est quoi? C'est une suggestion. Le patronyme. Elle s'appelle Maria D'Angelo. Et rebelote, beauté, intelligence et ambition. Mais un autre groupe de participants qui n'est pas au courant du premier. Troisième groupe. Sarah Finkenstein. Quatrième groupe. Keo Malé. Patronyme à consonance italienne, à consonance juive, à consonance anglo-saxonne. Eh bien, cette étude, elle a été reproduite dans de nombreux pays à différentes reprises. La première fois qu'elle a été réalisée, c'était en 1950. Depuis 60 ans, les résultats sont stables. Ce que Maria D'Angelo, notre italienne en rouge ici, gagne en beauté, elle le perd en intelligence. Vous avez le droit de rire, même si ce n'est pas drôle. Sarah Finkenstein, ce qu'elle perd en beauté, elle le gagne en intelligence et en ambition. Quant à Kay O'Malley, elle a la même évaluation que le visage sans nom, c'est le standard anglo-saxon. Elle est là. Vous avez ici une traduction de ce qu'on appelle les stéréotypes.
l'idée qu'on se fait de ce que sont les gens en vertu de leur appartenance à un groupe. Le groupe des hommes, le groupe des femmes, les nationalités, les origines, et ainsi de suite. Stéréotype qui va infléchir notre jugement. Mais stéréotype, attention, hein, pas toujours faux. D'ailleurs, on pose la question souvent, les stéréotypes sont-ils faux? Et on est toujours embarrassé pour répondre. Vrai ou faux? On a peur de dire, bah, c'est pas complètement faux. Si je vous dis ça, mais bon, allez, c'est vrai, quoi. Alors on va dire, oui, mais attendez, il y a des stéréotypes qui n'en sont pas. Parce que les femmes, c'est bien connu. Elles sont altruistes, elles sont intuitives, elles ont de la sensibilité. Donc ça, c'est pas un stéréotype, c'est une vérité. Et les Français, bah, ils sont râleurs, ils sont chauvins. Non, ça, c'est pas un stéréotype, c'est la vérité. Oui, et jusqu'où on va? C'est quoi les limites? Peu importe, vrai ou faux, finalement. Ce qui compte, c'est comment on les utilise et quels sont leurs effets. On ne peut pas ne pas utiliser de stéréotypes. Ils font partie de notre vie sociale. On a tous des étiquettes sur ce que sont les gens ou sur ce qu'ils sont censés être. Le problème des stéréotypes, c'est quand ça devient extrême. Mais on ne peut pas ne pas en avoir. Alors se pose toujours la question de la vérité ou pas. Ça va loin, hein? Parce qu'avec ça, on vous écrit des trucs comme ça. Traduit en 18 langues. Vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Ça fait un tabac, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Et puis on va dire, bah oui, c'est dans quoi? C'est dans les chromosomes. C'est dans la biologie. Je ne suis pas en train de dire que c'est pareil. Hein. Je suis en train de dire que les stéréotypes sont en train de nous dire que nous sommes différents en termes de performance. Parce que l'intelligence et l'ambition, c'est pas la biologie. Mais les stéréotypes nous mènent à croire qu'on est dans des différences de nature. Alors on en rigole. On fait souvent des blagues. La blague qu'on fait, nous, en psychologie, la plus connue, c'est la blague qui consiste à dire qu'est-ce que c'est le paradis? Le paradis, c'est le monde idéal où les stéréotypes auraient gagné. Le paradis, c'est le monde dans lequel les Français seraient les cuisiniers. Les Anglais, les policiers. Les Allemands, c'est eux qui bossent. Les Italiens, c'est les amants. Et les Suisses, c'est ceux qui organisent le tout. Et pour prendre conscience du paradis, imaginez ce que serait l'enfer. Et vous allez voir que les stéréotypes, c'est pas aussi faux que ça. L'enfer, ce serait ce pays abominable dans lequel les Français seraient amenés à travailler. Les Anglais seraient cuisiniers. Ah ouais, dur, hein? Les Allemands seraient policiers. Les Suisses seraient les amants. Vous voyez, hein? Et alors, le tout serait organisé par les Italiens. Mais non, ça ne peut pas marcher. C'est compliqué, les stéréotypes, parce qu'on ne sait jamais où est la limite, vrai ou faux. Quand je vous parle du paradis, ça vous fait pas rire, et quand je vous parle de l'enfer, vous dites non, c'est pas possible. C'est bien qu'il y a un fond de vérité à un moment ou à un autre. Mais jusqu'où, monsieur? Il n'y aurait pas des stéréotypes qui sont fondés sur des données quand même objectives Eh bien, écoutez. Par exemple, un métier qui est plus réservé aux hommes, aux femmes, qui est démontré, prouvé, donc ça peut devenir un stéréotype. Écoutez. C'est basé sur des fondements cartésiens. Ouais, moi ce que je peux vous dire, pour aller dans votre sens, c'est qu'à chaque fois qu'on a observé des stéréotypes, dans l'histoire, il y a de très belles analyses historiques, hein, à chaque fois qu'on a observé des stéréotypes, on s'aperçoit que toujours, à l'origine, il y avait un moment de vérité. Le bavardage féminin, par exemple. Ça vient d'où, cette idée du bavardage féminin? Réalité ou pas? Mais le bavardage féminin, il vient du fait qu'à un moment d'histoire, l'échange de l'information, c'était fait par les femmes. Parce que les hommes, ils étaient partis à la guerre ou dans les champs. Et donc, la circulation de l'information, c'était les femmes qui en avaient la fonction sociale. Mais de là est né le fait que c'est parce qu'elles aiment ça. On développe les aptitudes aussi. Dans une Bien cour de sûr. récréation, les petites filles, elles vont bavarder entre elles et les garçons, ils vont jouer au foot. Donc, c'est pas les mêmes. Mais à l'origine, il y a des pratiques sociales.
À l'origine, il y a des pratiques sociales, il y a toujours des moments de vérité. Mais par contre, là, l'exemple que vous donnez en termes de travail, par exemple, mais sur le plan de la force physique, là, on est sur des données biologiques. Si vous le voulez bien, on revient sur votre question dans 7-8 minutes, sur la base d'un exemple qui peut-être nous permettra d'avancer sur votre question. J'ai pas entendu. Parce que votre question, ce qu'elle met en œuvre, ce que pose votre question, c'est le cheminement inverse. C'est ça. Stéréotype, c'est comment je vois les gens. Mais à force d'être vu à travers des stéréotypes, qu'est-ce qui se passe ? À force d'être vu comme on doit être, en tant qu'Italien, en tant que femme, en tant qu'homme, est-ce que finalement, le regard que les autres portent sur nous ne va pas infléchir d'une façon ou d'une autre la manière dont on va se comporter ? Et à partir de ce moment-là, si on finit par se comporter comme les autres pensent qu'on est, vous finissez par avoir raison, monsieur. Dit autrement, la réalité finir par exister. Essayons d'explorer un petit peu cette question, qui est une question de circularité finalement. En 1994, deux psychologues, Richard Ernsten et Charles Murray, publient ce livre. The Bell Curve. Alors c'est quoi The Bell Curve ? Courbe en cloche. Ils présentent dans ce livre l'état intellectuel de la population américaine en 1994. Ils vont utiliser un test de quotient intellectuel, un test classique. D'ailleurs, eux, ce sont probablement, dans les années 90-2000, les deux personnes les plus réputées dans le domaine de la psychologie au niveau des tests de mesure de l'efficience. Et donc, ils font passer ces tests. Et ils relèvent des différences en fonction de tout un tas de paramètres, le niveau d'études, le milieu socio-culturel, les professions. Le bouquin fait 850 pages. Et dans un des chapitres du bouquin, on nous dit la chose suivante. Lorsque on compare des gens comparables, donc des gens qui ont le même niveau d'études, qui sont issus du même milieu socio-culturel, qui font à peu près le même métier, lorsqu'on compare des gens comparables, on obtient toujours une différence qui revient en permanence. C'est celle-ci. Un différentiel de 18 à 20 points de quotient intellectuel entre les noirs et les blancs, au bénéfice des blancs. Dans la conclusion de leur livre, les deux auteurs écrivent la chose suivante. Il ne faut pas s'étonner qu'aux États-Unis, il y ait des différences sur le plan de l'éducation, de l'économie, de la politique, entre les blancs et les noirs. Ces différences ne sont que le reflet de différences de base au niveau intellectuel. Les noirs étant moins intelligents que les blancs. Mais ils ont d'autres qualités. Sur le plan artistique, sur le plan sportif. Vous imaginez le pavé dans la mare que fait ce bouquin en 1994. Et ça se voit dans votre attitude là, parce que personne ne dit rien. Et on est un peu mal à l'aise. Pendant 10 ans, et encore aujourd'hui, vous faites des recherches sur ce bouquin, pendant 10 ans, il va y avoir des débats. Pardon ? C'est l'effet Pygmalion, c'est plus... Eux, leur interprétation de ces deux auteurs, c'est de dire, mais écoutez, on a affaire à des différences de nature. Et c'est au niveau de la nature, la constitution, entre les races, qu'on a affaire à des différences. C'est leur interprétation à l'époque.
Le mot race est retiré de la Constitution seulement en ce moment, hein, en France. Et la notion de race, c'est quelque chose qui, il n'y a pas encore longtemps, aux États-Unis, quelque chose qui fonctionne. Il va y avoir des débats gigantesques par rapport à la publication de ce livre. Il va y avoir un anthropologue, Gould, qui va écrire un ouvrage qui s'appelle « La mal-mesure de l'homme ». Qu'est-ce que c'est le quotient intellectuel? Qu'est-ce que c'est attribuer une note à une personne? Quel sens ça a? Méfions-nous des tests. Qu'est-ce que ça mesure? Il va y avoir tout un débat là-dessus. Qu'est-ce que c'est que mesurer? Oui, parce qu'au même moment, auparavant, il y avait la théorie des intelligences multiples qui justement remettait en cause Bien sûr. lui, en insistant sur le fait que ce n'est que l'intelligence logico-mathématique, qu'il y a d'autres formes d'intelligence et que nous sommes tous différents. Absolument. Celui-là. Mais oui, mais oui, Je suis mais oui. étonné parce que même les trucs Sur les intelligences multiples, Roland Gardner, ouais. c'était avant cette date-là, c'est Ouais. 1900. Mais ça n'empêche pas de voir sortir ce genre de choses. Vous savez, Charles Murray, c'était un des éminents membres du Tea Party. Donc il y a des positions idéologiques très fortes derrière tout ça. En pédagogie, c'est la prise de risque. Les bons élèves prennent plus de risques, c'est l'effet Pygmalion, ils réussissent plus parce que comme ils se sentent bons, ils prennent du risque et ils répondent plus aux questions aussi. Une façon d'appréhender ça, c'est de se dire, mais finalement, comment les gens sont-ils en train de se représenter l'évaluation? En 1995, Claude Steele, qui lui travaille sur les stéréotypes, publie un article qui va être fondateur, dans lequel il dit, mais ces résultats, finalement, moi, ils ne me surprennent pas, mais je vais les analyser autrement. Plutôt que de dire qu'il s'agit d'une différence de nature entre les gens, moi, je vais défendre l'idée qu'il s'agit d'un phénomène d'autocensure non conscient. Les États-Unis sont un pays qui ont une histoire d'esclavagisme. Et cette histoire, finalement, elle n'est pas aussi vieille que ça. Et même si la Constitution affiche l'égalité, eh bien, il y a encore des traces très fortes dans la société américaine, des traces d'inégalité, sur le plan éducatif, sur le plan économique, sur le plan politique, et ainsi de suite. Et ces traces, elles persistent en particulier parce qu'il y a des stéréotypes qui naviguent dans la société américaine. Ces stéréotypes qui nous disent que les Afro-Américains sont moins intelligents que les Blancs. Et ces stéréotypes, qu'on le veuille ou pas, ils sont implicites, mais ils existent en arrière-fond. Et on a énormément de mal à se départir des stéréotypes. Et l'hypothèse de Claude Steele, ça va être quoi? Ça va être de dire que finalement, lorsque moi je suis noir, aux États-Unis, je suis amené à être évalué à l'aide d'un test intellectuel. Déjà, test intellectuel qui, au niveau de sa composition, a été fait par des Blancs pour des Blancs, qui ne mesure qu'un élément au niveau de la logique. Parce que, effectivement, les épreuves utilisées à ce moment-là, c'est des épreuves de raisonnement logique. Alors, voici un exemple d'épreuve de raisonnement logique. C'est des tests compliqués, c'est des tests composites, mais voilà par exemple ce qu'on va trouver. Hein, vous avez une épreuve, vous devez relier les traits identiques entre eux, enfin les nombres identiques entre eux par exemple, sans que les traits de crayon ne se croisent. Voilà. Test logique. Relier le 1 avec le 1, le 2 avec le 2, le 3 avec le 3, sans que les traits de crayon ne se croisent. Vous n'avez pas le droit de sortir du cadre, hein, vous n'avez pas le droit de faire de pointillés, vous devez rester dans le schéma, utiliser le crayon et allez-y. Voilà par exemple un élément logique. Alors, on finit par trouver, mais c'est pas facile. On est en train de vous poser des questions, ok. Il y a quelqu'un qui l'a? On n'a pas dit par des lignes droites. Non, ça peut être des courbes. Ça peut être des courbes. Ce sera forcément des courbes. On a dit relie. Ouais. Reliez le 1 avec le 1, le 2 avec le 2, le 3 avec le 3. Vous ne sortez pas du cadre, vous ne longez pas le cadre, vous ne passez pas à travers les cadres, là. Je vous donne le premier. Voilà. Et voilà. Ah bah oui, c'était facile. Qu'est-ce qu'il va faire, Claude Steele?
il va aller dans des entreprises, dans des associations et dans des écoles. Mais il va changer l'enveloppe. Il va se faire passer comme un chercheur d'une école d'art. Il va dire, voilà, moi j'ai inventé des tests qui permettent de mesurer le potentiel créatif. Je suis chercheur en créativité. Et je vais vous faire passer des tests qui vont mesurer le potentiel de créativité. Sauf que les tests qu'il va utiliser, c'est les mêmes que ceux de ses collègues qui travaillent sur l'intelligence. Les mêmes tests. Il va faire passer ça à différents publics, dont des Afro-Américains. Et il va comparer les gens comparables, même niveau d'études, même métier, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il va montrer? Il va montrer que le différentiel qu'on obtenait tout à l'heure avec les deux courbes de Gauss n'existe plus. Quand on compare des gens comparables, même sur les épreuves logiques, et c'est ça qui est intéressant, même sur les épreuves de raisonnement logique, il n'y a plus de différence entre les blancs et les noirs. Mais est-ce que dans le cas de cette deuxième étude, c'est pas un préjugé aussi de présenter les tests sous une manière artistique? Complètement. En considérant que les Noirs sont des bons danseurs et des bons Voilà. chanteurs. Mais c'est complètement ça. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, je pense qu'il est impossible d'avoir des évaluations pures et qui fassent abstraction des contextes. On évalue les gens sur quelque chose. Alors là, ce qu'il voulait montrer, c'est que quand on évaluait sur un autre registre que l'intelligence, et un registre qui était plutôt positif, vous avez raison, hein, eh bien, ils allaient s'en sortir. Mais c'est pas forcément positif. Les Noirs n'ont peut-être pas envie qu'on les juge toujours comme des chanteurs et des danseurs. Non, mais il n'y a pas de stigmate négatif de l'échec associé à ça. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ils échouent. Après, effectivement, il n'y a pas de raison de vouloir être évalué comme ça. Mais comme il n'y a pas d'étiquette positive, négative, ils n'ont pas de raison d'échouer et ils n'échouent pas. Les Blancs, ils se sont peut-être auto-censurés, là. Non. Ah bon. Et c'est là où on voit un autre paramètre qui est celui du pouvoir. Essayez. C'est là où on voit un autre paramètre qui est celui du pouvoir. Parce que quand vous... C'est toute la problématique de ce qu'on appelle les groupes dominants dominés. Quand vous faites passer ces tests à des groupes dits dominants, eh bien, quelle que soit la sphère sur laquelle vous êtes, ces groupes réussissent. Même si ce n'est pas une sphère positive et privilégiée pour eux. Alors ça, c'est une étude américaine. Maintenant, je vais vous présenter une étude en France. C'est un travail qui a été réalisé, publié en 2007 et 2009, il y a 2 publications, par une équipe du CNRS. Pascal Huguet, Isabelle Régnier, qui sont professeurs de psychologie sociale à l'université de Clermont-Ferrand et Aix-en-Provence. L'étude est réalisée dans 3 académies en France. Ça se passe avec des élèves de 6e et de 5e. On est au début d'un cours de mathématiques. Le prof de mathématiques ou la prof de mathématiques rentre dans la classe et puis explique aux élèves qu'on va aujourd'hui faire un cours de géométrie. Alors voici une figure géométrique dans laquelle il y a des parallélogrammes, des triangles isocèles, des triangles rectangles, des triangles équilatéraux, des droites sécantes, parallèles, perpendiculaires, enfin bon. Voilà le programme aujourd'hui, on va aborder tout ça à l'aide de cette figure géométrique qui va nous servir d'exemple tout au long du cours. Mais avant de faire le cours, je vous propose de regarder attentivement cette figure géométrique pendant 2 minutes, parce que je vais vous demander de la recopier sur un papier de mémoire. Au même moment, dans la même école, dans les mêmes académies, on est avec des élèves à nouveau de 6e et de 5e, mais cette fois-ci dans un cours d'art plastique. Et puis on dit aux élèves, vous savez ce que c'est l'art abstrait? L'art abstrait, c'est pas évident. Hein, les artistes, ils essaient de faire passer des intentions. Alors voici un dessin d'art abstrait. Aujourd'hui, pendant le cours, je vais vous apprendre à analyser les intentions de l'artiste. Ici, il y a de la couleur, il y a de la profondeur. On va essayer de comprendre tout ça. Mais avant, je vous demande de regarder attentivement ce dessin d'art abstrait pendant 2 minutes. Ensuite, je l'enlèverai du tableau et vous devrez le recopier le plus précisément possible de mémoire. Voilà. La tâche est la même, mais l'enveloppe est différente. On est donc
dans le même registre que de l'étude tout à l'heure, sauf qu'on est en France avec des élèves de 6e et de 5e. Qu'est-ce que ça donne au niveau des résultats? Ça donne ça. En vert, c'est les résultats des filles, en orange, c'est les résultats des garçons. Présenté comme une épreuve de mathématiques, les garçons réussissent un peu mieux que les filles. Pour les statisticiens, les différences sont statistiquement significatives en analyse de variance et en régression. Quand c'est présenté comme une épreuve de dessin, c'est le contraire. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? L'exercice est le même. Et on se met tantôt à réussir un peu mieux, tantôt à échouer, mais différemment selon le sexe. Qu'est-ce qui se passe? En 6e, et au lycée d'ailleurs. Qui est bon en maths? Quand on regarde les chiffres éducation nationale et quand on fait des enquêtes auprès des élèves, on s'aperçoit que les élèves eux-mêmes disent que les maths, c'est plutôt, l'esprit logique, c'est plutôt pour les gars. Alors, rassurons-nous, hein, les majors de promo, c'est les filles. Ceux qui font le plus d'études, c'est les filles. Ouais. Mais vous savez ce qu'on dit, les filles majeures de promo Garçon. On dit que ce sont des exceptions qui confirment la règle. Et les stéréotypes s'en sortent avec l'entourloupe. C'était en quelle année quand même 2009. Ah, c'est récent. 2009. Mais là, ils viennent de les refaire. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, l'étude a été refaite. Hein. Ça devient une constante, là, ce genre de travail. Mais ils ont là, je vous présente que cet échantillon d'études, mais ils ont aussi envoyé des garçons réciter la poésie devant le groupe, en 6e. Et avant d'envoyer le garçon réciter la poésie, on dit, bon, les garçons, faites un effort quand même. On sait très bien que voilà, le français, c'est pas pour vous, la poésie, tout ça, mais faites un effort. Tout le monde peut réussir. Allez, allez-y. Le simple fait de dire ça, quand on compare à d'autres groupes dans lesquels on dit rien, les garçons vont plus buter sur les mots, moins se souvenir. On a même constaté un peu plus de rougissement et de tremblement. Ce que je vous propose pour analyser... Il y a pas d'histoire de conditionnement, ça. Ah mais... Voilà, mais c'est là où j'allais en venir. Nous avons affaire à une réalité. Mais cette réalité nous vient d'où? Elle nous vient de notre nature. Vous dites, monsieur, on finit par porter le poids, souvent pas conscient, du stéréotype. Et ce stigmate, le stigmate, c'est la marque au fer rouge hein, qu'on met sur la peau de l'esclave dans l'Antiquité, pour montrer son appartenance à un groupe. La notion de stigmate psychologique, c'est pareil. Je vais montrer l'appartenance des gens, mais cette appartenance, elle est psychologique. Et en vertu de mon appartenance au groupe des garçons, des filles, des blancs, des noirs, des chômeurs de longue durée. Ah oui, une étude publiée il y a 1 an qui montre que quand vous tombez dans la catégorie chômeur de longue durée, vous vous mettez à plus échouer au test de recrutement. On joue le rôle. À tel point que, voilà, on se retrouve dans une situation, et là, je vais vous laisser la parole, monsieur, hein, par rapport pour expliciter, détailler la question. La nature est là, bien sûr. Sauf qu'en plus, elle va être augmentée avec ces processus qui vont... Le principe de fonctionnement d'un stéréotype, c'est ce qu'on appelle la naturalisation, c'est-à-dire compléter la nature. Et nous donner à croire que c'est vraiment très naturel. Parce qu'à force d'avoir des stéréotypes, eh bien, on va développer des stigmates, et à force de bien jouer son rôle, on va confirmer que le stéréotype est vrai. Et ça va venir conforter les données naturelles. Mais, alors, vous allez compléter ce que vous vouliez dire, mais bien évidemment, les données naturelles sont là, et il y a beaucoup de travaux en neuropsychologie qui vont montrer, par exemple, à quel point il existe des différences au niveau neurophysiologique entre les hommes et les femmes. Je ne suis pas en train de nier tout ça, qu'on soit bien d'accord. Mais les stéréotypes vont venir
étayer tout ça. Vous voyez? Et c'est pour ça que je voulais arriver là, parce que je pense qu'on n'était pas en contradiction, c'était plutôt un complément. Vous voyez pourquoi? Alors, mais si vous voulez rajouter un élément. Non, c'est une expérience personnelle sur des profils de poste expérimentés qui faisaient qu'effectivement il y avait plus de réussite pour les femmes que pour les hommes. Ouais. Et qu'à un moment donné, est-ce que c'est un stéréotype de dire, alors est-ce que c'est la personne qui le conditionne inconsciemment? Est-ce que c'est ma propre perception qui va faire que je... Ouais. Je sais pas. On n'en sait rien. Mais la réalité est là. Mais d'où ça vient? Allez savoir. Enfin, en tout cas, nous, quand on travaille sur des programmes, en ce moment, on est en train de travailler à Caen sur l'orientation des jeunes, dès le collège. Mais on prend en compte ces éléments-là pour fournir aux élèves des indications sur l'orientation, les parcours de carrière, les parcours professionnels, les parcours scolaires, et on essaie d'intégrer ces éléments-là. Parce que à force de développer l'idée du rôle qu'on joue, mais on finit par atteindre ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices, et c'est le Pygmalion dont vous parliez tout à l'heure. Et on finit par mettre les gens à leur place. Mais à force de mettre les gens à leur place et de leur faire comprendre qu'ils sont à leur place, qu'est-ce qui se passe? La boucle est bouclée et on arrive dans un cercle de la résistance au changement. Les champs d'application de tout ce que je viens de vous présenter sur les stéréotypes et les stigmates sont aujourd'hui nombreux. Ethnique, j'en ai parlé, la formation scolaire initiale, les problématiques de genre, les problématiques de handicap. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui sur l'autocensure du handicapé. Sur l'image que la société porte sur une personne handicapée, qui va, à force de lui dire à quel point elle n'est pas capable va prendre le risque, de façon non consciente et non intentionnelle, de se comporter comme la société lui demande de se comporter. Là, je parle de risque, parce qu'il n'y a pas de raison. Enfin, attendez, la personne elle a un handicap, elle ne va pas tout faire non plus, je veux dire. Mais non, monsieur, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ça correspond à une réalité, c'est ça. Oui, ça correspond à une réalité. Mais regardez, je vais prendre un autre exemple. On va sortir du handicap, mais on va parler de données médicales. Alors, je n'ai pas l'exemple là, mais il y a des études épidémiologiques qui sont assez intéressantes aujourd'hui sur la retraite. La retraite. Le moment de la prise de retraite. Je prends ma retraite, je deviens qui? Bon, alors le jour où je prends ma retraite, l'idée qu'on se fait du retraité, c'est très différent en fonction des gens. Vous pouvez vous dire, la retraite, ouais, génial, je vais faire plein de choses, je vais être actif, je vais m'occuper, je vais être utile, faire partie d'associations, je vais aller à des conférences, je vais m'occuper de mes petits-enfants, voyager, je vais faire plein de trucs quand je serai en retraite. Bon, voilà, une vision plutôt utile et dynamique. Et puis vous avez aussi l'autre vision des choses, de la retraite. La vision de la retraite où là, j'aurai plus d'envie, je serai plus bon à rien, je serai tout seul, voilà, des visions antagonistes de la retraite. Bon, eh bien, il y a beaucoup d'études dans lesquelles on s'intéresse à ces visions de la retraite, aujourd'hui. Et ce sont des études longitudinales, qui durent 20 ans, 25 ans, à peu près. On va suivre des gens, et on va prendre en compte leur opinion. Alors, la dernière étude publiée, c'était en 2009. C'est une étude qui a commencé en 1978, auprès de gens qui ont 50-55 ans. On leur a fait un bilan de santé, antécédents cardiovasculaires, pathologies diabétiques dans la famille, et ainsi de suite. On fait un check médical, test à l'effort, prise de sang, un gros check. Et puis, entretien, comment vous voyez au moment de votre retraite? Est-ce que vous vous préparez? Les retraités, pour vous, c'est qui? Vous les voyez comment? Et ainsi de suite. Et puis, à échéance régulière, tous les 5 ans, voilà, on rencontre les personnes, on regarde dans quel état elles sont, et ainsi de suite. Lorsque, donc c'est des personnes, je vous dis, elles avaient 55 ans à peu près. 23 ans après, on fait un bilan global. On regarde ce que sont devenus les gens. L'échantillon, au début, c'était 1000 personnes. On retrouve la trace
de 660 personnes, parce qu'il y en a qui ont déménagé, ils sont partis. On retrouve la trace de 660 personnes, d'accord, dont certains au cimetière. On regarde l'âge du décès, les causes du décès, et puis chez les personnes qui sont encore vivantes, on va regarder dans quel état elles sont. Est-ce qu'elles sont chez eux, chez elles? Est-ce qu'elles sont en maison médicalisée? Est-ce qu'elles sont en hôpital? Est-ce qu'elles sont en maison de retraite? Dans quel état vivent-ils? Eh bien, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le stéréotype qu'on a à propos du retraité, quelqu'un d'utile ou quelqu'un d'inutile qui n'a plus d'envie, cette variable-là, qu'on a autour de l'âge de 50-55 ans, c'est l'idée qu'on a à ce moment-là, va, 23 ans après, expliquer un différentiel de durée de vie de 7 ans et demi. Il y a 3 études qui ont été publiées, des études longitudinales de ce type aujourd'hui dans le monde. Une en France, 2 aux États-Unis. 7 ans et demi de différentiel de durée de vie. Alors c'est des modèles de régression multiple, hein, il y a des modèles mathématiques derrière qui permettent de voir comment le diabète, l'hypertension, les antécédents de pathologies cardiovasculaires dans la famille, tout ça, ça compte, bien évidemment. Mais cette variable-là explique, dans le modèle, 7 ans et demi de différentiel de durée de vie. Ceux qui avaient une vision utile, stéréotype positif, je serai utile et je serai encore actif et je ferai des choses. Par rapport aux autres, ils vivent 7 ans et demi de plus. Maintenant, ceux qui sont encore vivants, où sont-ils, que font-ils? Eh bien, vous avez un lien direct entre l'idée qu'on se fait, stéréotype de la retraite, et le niveau de dépendance. On revient au handicap. Ma question, en fait, j'ai pas été au bout de ma pensée tout à l'heure, c'était une réflexion sur les Jeux paralympiques. Là, j'aimerais avoir votre point de vue, puisqu'il y a les Jeux olympiques pour personnes handicapées, physiques, avec des épreuves spécifiques, du matériel adapté, des épreuves parfois un peu collées en tout cas. Et je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Voilà. Parce que moi, j'étais interpellé. Ça m'interpelle toujours, parce que j'étais journaliste dans le sport, et ça m'interpelle. Le culte, les Jeux olympiques sont le culte du corps, de la perfection, de la réussite. On organise des jeux à des gens qui malheureusement qui ne sont pas ça, qui ont des problèmes, qui font des performances qui ne valent pas grand-chose d'un point de vue purement sportif. Voilà. Et en même temps, tout le monde a applaudi en disant « Ah, c'est formidable, ils se défoncent, ils font comme les autres et tout ». Et moi, je suis mal à l'aise là-dessus, je trouve qu'il y a un truc qui m'interpelle. Et je trouve qu'on est dans ce débat comme ça, pardon, dans le propos, de la stigmatisation, voilà. Quel est votre point de vue là-dessus, sur ce spectacle? Est-ce que c'en est un? Est-ce que c'est une épreuve sportive? Voilà. Moi, je suis presque gêné parfois, considérant qu'à un moment, des gens qui ont un handicap essayent de absolument faire nager les types qui n'ont pas de bras, pas de jambes et tout. Enfin, je sais pas, à un moment, tout ça me pose question. Ouais. Ce que j'ai, c'est une opinion. C'est pas une réponse sur la base d'études. Je vais vous en donner une, mais surtout une opinion. L'opinion, c'est qu'à un moment donné, nous avons besoin de nous déculpabiliser d'être en bonne santé. Et donc, pour se déculpabiliser d'être en bonne santé par rapport à ceux qui le sont moins, il faut aussi révéler les mérites et les capacités et les compétences de ces personnes qui sont handicapées. Et ça nous permet, d'une certaine façon, d'augmenter notre sentiment de bonne conscience et de relativité. Le deuxième élément, c'est que, en général, et là c'est plus basé sur un certain nombre d'études, le deuxième élément, c'est que on montre beaucoup les exceptions. On aime bien montrer les exceptions, parce que les gens exceptionnels, quand même, ça glorifie, et c'est bien. Mais le gros problème, c'est que plus on montre les exceptions, moins ça devient accessible pour le commun des mortels. Et j'en viens à mes histoires de garçons en poésie ou de filles en mathématiques. Dans certaines écoles, on a fait des tests de montrer des filles qui réussissaient exceptionnellement en mathématiques, en disant « bah, voyez les filles, hein ». Et ben, ça ne marchait pas du tout, parce qu'elles étaient tellement exceptionnelles qu'on ne pouvait pas s'identifier à elles. C'est tout le problème d'exception. Et par rapport au handicap, je ne suis pas persuadé que montrer les exceptions
des personnes handicapées exceptionnelles, ça serve beaucoup tous les handicapés. Ce que je pense aussi, C'est pas la question. Non, mais c'est pas la question. C'est pas la question. Mais c'est pas la question. On fait ça pour gagner des sous, c'est tout. C'est pas la Pour question. vendre du Coca-Cola. Mais on fait ça pour vendre du Coca-Cola, c'est tout. Les Jeux Olympiques, ça sert à vendre du Coca-Cola et de la bière et compagnie. Alors, je précise juste une chose, excusez-moi. Je tire votre attention sur le fait qu'il nous reste un quart d'heure. Voilà. Parce qu'après, ça sonne à la maison. Il faudra qu'on parte en courant. Donc, voilà. Je mets. De toute façon, là, on passe à la phase question. Hein, Une chose qui m'a paru importante, c'est que une chose la plus toxique que l'on a pour la pensée, et nous utilisons ça tout le temps, beaucoup trop, tous nos systèmes d'éducation sont basés là-dessus, c'est la comparaison. Donc quand on va regarder sous l'angle de la comparaison, c'est exactement ce que je dis. Maintenant, si on regarde sous l'angle de la différence, ça posera plus tout le problème, ce n'est pas une question de coca ou quoi que ce soit. Il y a un dirigeant qui s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle, pardon, pas Julien, quelque chose, il dirige BioCleaning, Cleaning Bio, une des entreprises de nettoyage basées à Lille et Montpellier. Et il a fait quelque chose d'assez, on va dire, incroyable, mais tellement simple au niveau du handicap. Il est en train de démontrer que on a a priori un taux de salariés handicapés au sein des entreprises. Lui, il va au-dessus de ce taux-là. Et ça augmente la rentabilité et la cohésion d'équipe au sein de ces entreprises. Entreprises de nettoyage, donc on est sur quelque chose de physique. Pourquoi? Parce que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap travaillent au contact de personnes qui ont un handicap et elles se disent mais elles ont un handicap, elles y arrivent, elles ne se plaignent pas. Et on a un taux de présentéisme supérieur de ces personnels par rapport aux autres. Mais après, c'est regarder sous l'angle de la différence. Dès qu'on tombe dans la comparaison, on est toujours en train de comparer, ben là, ça vient poser problème. oui, une compétition, c'est une comparaison. Oui, mais c'est parce que justement, on est tellement dans la comparaison qu'on est. Oui, mais à ce moment-là, quel intérêt sur une compétition? À ce moment-là, qu'on fasse c'est un spectacle, c'est un débat, voilà. Je vais pas monopoliser. J'ai vécu une expérience assez extraordinaire avec un handicapé qui était là. J'étais amené à travailler avec une équipe que je connaissais pas bien, dans laquelle il y avait de la. Et quand j'ai travaillé avec eux la première fois, j'ai été choqué parce que ses collègues, ceux qui travaillaient toujours avec lui, se moquaient de lui, se moquaient de son handicap. Alors j'ai été sidéré, alors j'en ai pris à part, je lui ai dit mais c'est pas possible. Et il m'a dit que l'aveugle en question leur demandait de le traiter comme un autre et de traiter sa cécité comme une caractéristique comme l'autre et qu'on pouvait s'en moquer et qu'il appréciait parce qu'il avait besoin justement d'être fondu dans l'ensemble et il se trouvait moins stigmatisé quand on plaisantait sur sa cécité que si au contraire on prenait trop de précautions qu'il ressentait et qui lui était pénible. C'est un truc qui m'a, sur le moment, enfin, quand vous entendez des gens se foutre de l'aveugle, j'ai mis du temps moi, à rentrer dans le truc parce qu'il n'est pas comme ça. Justement, qu'est-ce que vous pensez en tant que psychologue du langage édulcoré qu'on emploie maintenant, pour ne pas dire aveugle, mais malvoyant, etc. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur la répercussion vis-à-vis des intéressés? C'est effectivement positif pour eux? Des études qui sont faites sur l'utilisation du langage, non. Mais bon, c'est le politiquement correct qui est en jeu là. C'est le polissage du discours de la société. Et c'est une façon, à nouveau, de ne pas voir la réalité. Donc c'est une façon pour la société d'occulter, et encore une fois, de mettre de côté toute une partie de ses citoyens, en ne disant pas les noms. Il ne faut pas oublier qu'à force de ne pas qualifier, de ne pas dire, on nie l'existence. Hein, et c'est une bonne façon, voilà, de nier une catégorie de la société. Mais des études sur cette évolution, il y en a peut-être, hein, mais honnêtement, je ne connais pas. Vous dites qu'on nie l'existence, mais le terme, tout à l'heure vous parliez de stigmatisation, c'est aussi comment les gens qui sont nommés à travers cette étiquette-là vivent leur statut identitaire. Oui. Ils peuvent se sentir stigmatisés quand même. Et c'est vrai que quand même la société va pointer les handicapés officiels, mais
Et à ce moment-là, on pourrait être tous handicapés de quelque Oui, chose. voilà, c'est ce que Parce je qu'il y a des pensais. gens qui sont handicapés dans la relation, il y a des gens qui sont handicapés en maths, il y a des gens qui sont handicapés en sport. Vous voyez. On est tous Donc, handicapés. Mais il y en a oui. certains aussi qu'on Raison pour laquelle, quand on fait une enquête sur c'est quoi pour vous un handicapé, mais de façon écrasante, c'est le fauteuil roulant qui sort. Fauteuil roulant. Et dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de salariés sont travailleurs handicapés, mais avec un handicap qui ne se voit pas. Et beaucoup ne comprennent pas. Parce que l'image qu'on a du handicapé, effectivement, c'est quelque chose qui nécessairement, c'est handicapé moteur, éventuellement handicapé intellectuel, mais il y a toutes sortes de handicaps qui sont invisibles. Et dans les entreprises, le problème, c'est que quelquefois, il y a des handicapés invisibles qui ne se déclarent pas. Qui ne se déclarent pas. Ce qui amène l'entreprise à payer les fameux 6%, alors qu'elle a à l'interne des gens qui sont... Absolument. Absolument. Parce qu'à partir du moment où je me déclare handicapé, mais oui, à cause des préjugés. Parce qu'à partir du moment où je me déclare handicapé, les autres vont poser ce regard sur moi. Et donc, je deviens de facto, dans la comparaison, je deviens anormal. Et ça, on sait très bien, on a vu là, les conséquences négatives de ce fardeau qu'on se met à porter. À l'inverse, on a du mal à reconnaître que, par exemple, les enfants précoces, ce soit un handicap. Parce que comme, justement, en termes de QI, ils ont des performances extraordinaires et qu'on occulte les zones volées, on ne les considère pas, a priori, comme des handicapés. Or, il y a des gosses qui ont des problèmes énormes de ce côté-là, qui sont asociaux, qui n'arrivent pas à s'intégrer, qui ont des problèmes relationnels, ça peut aller très loin. Alors ça, c'est en train d'évoluer. Hein. On commence à en parler. On commence à en parler un petit peu. Ouais. Y a-t-il d'autres, pour conclure, d'autres sphères? Parce qu'on a parlé, parlé de tout ça, mais vous voyez là, j'ai mis quelques exemples sur le plan professionnel, par rapport à des comparaisons entre équipes professionnelles dans une entreprise, où là aussi on va avoir des luttes implicites qui vont se jouer entre des groupes professionnels dans lesquels voilà, on va considérer qu'on a le groupe qui échoue et puis celui qui réussit. Et il se trouve que plus on réussit, plus on dit souvent le succès appelle le succès. Mais on va retrouver ce phénomène d'auto-réalisation des prophéties. Et quand, madame, vous parliez de Pygmalion, on peut peut-être terminer là-dessus. C'est qui Pygmalion? Parce que c'est un mythe. Mais c'est un mythe qui a donné lieu à des études très réelles. Pygmalion, c'est un roi de la mythologie qui avait fait vœu de célibat. Et puis le célibat, c'était quelque chose qui n'était pas facile pour le roi Pygmalion. Et donc il a décidé d'avoir une compagnie. Comme il était sculpteur, il a sculpté la statue d'une femme. Mais il était très bon sculpteur. Et une fois son œuvre achevée, il s'aperçut qu'il avait sculpté la statue de la femme idéale. Et alors il en est tombé amoureux. Mais c'était un amour impossible, mais un amour passionnel. Et à force de passion et à force d'amour, Aphrodite a décidé d'exaucer son vœu et a transformé la statue en véritable femme. Que nous dit le mythe de Pygmalion? Et qu'est-ce que vous dites? Gigi est là, elle a parlé. Ah non, je croyais que vous disiez, c'est là. Je croyais que vous disiez, c'est là que les problèmes ont commencé. Le mythe de Pygmalion nous dit la chose suivante: le regard que l'on porte sur les autres n'est pas neutre. Et c'est toute la problématique des stéréotypes et des stigmates. Pour partie, le regard qu'on porte sur les autres, positif ou négatif, va générer des comportements, des identifications, des modèles qui vont transformer cette personne. Le mythe de Pygmalion transféré dans notre société contemporaine, ce sont les coachs, les mentors, les tuteurs, les maîtres, c'est-à-dire ceux qui vont porter un regard. Parce qu'il y a quelque chose, je terminerai là-dessus, il y a quelque chose de fondamental, c'est que dans tous les travaux qui existent en psychologie, en sociologie, sur la stigmatisation, on s'est aperçu d'une chose, c'est que quand on fait partie d'un groupe stigmatisé, eh ben on ne s'en sort pas tout seul. C'est l'intervention d'une personne extérieure qui va nous aider à nous en sortir. Et cette personne extérieure, il faut d'abord, première étape, qu'elle porte sur nous un autre regard. C'est la règle fondamentale. Cet autre regard, qui va nous, d'une certaine façon, nous faire croire
qu'on peut être différent. Et oui. Et ça, c'est la règle absolue. Raison pour laquelle j'ai une dernière diapo, si tu veux bien, dernière diapo qui... voilà. Deux auteurs à deux époques différentes, mais Cyrulnik, dans son dernier bouquin, qui nous dit ça, c'est le Pygmalion, et il nous parle de tout ça. Le paradoxe de la condition humaine, c'est qu'on ne peut devenir soi-même que sous l'influence des autres. Tous les circuits dont on a parlé, voilà, c'est quelle est notre responsabilité vis-à-vis des enfants, nos collègues. Les salariés. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis, on revient toujours à Goethe, parce que voilà, je crois que c'est structurant. C'est ça le fin fond de l'affaire, de la lutte contre les stéréotypes et des stigmates. Traiter les gens comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être et vous les aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d'être. Oui, ça c'est formidable. Oui, mais alors donc ça joue aussi par rapport à soi-même. Oui. Bien évidemment. Oui, oui. C'est le préjugé que l'on peut porter par rapport à soi-même, qui peut être soit positif, et donc il est biennisant, soit négatif. Enfin là, on rentre dans le domaine de la psychanalyse. Oui, parce que là, et puis, alors, psychanalyse ou méthode Coué. Mais oui, parce que quand on dit le succès entraîne le succès, soi-même, quand on est dans une dynamique de succès, allez hop, ça part bien. Il s'agit de rester réaliste. Oui, voilà. Parce que quand on est dans une dynamique d'échec, c'est plus facile, sur le plan des phénomènes, de rester dans l'échec que de se sortir de cet échec. Tout seul, c'est pas possible. Monsieur. Dans la théorie des intelligences multiples, quand j'ai eu la première fois, il y a une forme d'intelligence que j'ai trouvé bizarre, qu'il appelle l'intelligence intrapersonnelle. C'est justement la capacité à se connaître, à se gérer, à se maîtriser, à se faire évoluer. Au début, c'est l'intelligence qui m'a le moins convaincu. Puis quand je regarde autour de moi, je me suis aperçu que j'ai vu des gens, enfin dans mon entourage, qui n'avaient pas cette capacité, notamment mon amie qui a fait une carrière déplorable, parce qu'en fait, elle ne savait pas ce qu'elle voulait, ce qu'elle cherchait, et alors qu'elle avait des capacités extraordinaires. Et j'ai vu des cas comme ça, et j'ai trouvé a posteriori très intéressant de mettre ça aussi sous la forme d'une intelligence. Ouais. Il y a l'interpersonnel et l'intrapersonnel. Ouais. Et d'ailleurs, quand on lit des recherches sur la manipulation mentale, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les personnes qui sont les moins manipulables sont les gens qui ont le plus de capacité à développer un dialogue intérieur. La question du regard personnel est toujours extrêmement subjectif, donc on va manquer d'objectivité à un moment, et l'identité ne peut pas se penser sans altérité. C'est-à-dire que l'identité c'est être soi, et ça c'est le travail de toute une vie. Par contre, le sentiment d'exister, c'est être parmi les autres, et conditionné par le regard de l'autre. Enfin, on ne peut pas être soi, on est soi en relation avec les autres. Oui, mais il y a une partie de nous aussi qui est totalement inaliénable, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous à laquelle nous seuls avons accès, et par rapport au masque que nous mettons aussi, parce qu'on a un masque qui se transforme tout au long de la vie. J'entends bien ce que vous dites, mais il y a aussi une autre vision des choses par laquelle on peut dire que nous jouons aussi des rôles vis-à-vis de nous-mêmes. Ah, bien sûr. Mais c'est les autres qui nous renvoient en effet miroir, mais c'est ce travail-là, on ne peut pas faire ça. Ça raconte des histoires. Oui, c'est ça, nous sommes absolument. interdépendants. La représentation de soi est forcément déformée. Donc on a besoin des deux. Il faut trouver l'équilibre entre les deux, justement.